Super, merci beaucoup. Donc, je vais reprendre. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir dans ce live, ce premier live que ByFeeling organise en 2023. Et vous verrez pendant toute cette session qu'on a énormément de surprises pour vous cette année. Déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christiane Kourouma, responsable de formation chez ByFeeling. Et si vous voulez, mon rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout le monde comprenne le marketing digital et soit à l'aise sur la mise en œuvre de certaines tactiques marketing digital. Aujourd'hui, chez ByFeeling, on a développé en fait une politique qui s'appelle la politique planète et qui a donc pour motivation de constamment inspirer et prendre soin des communautés pour les accompagner à élever leurs standards et leur qualité de vie. Donc nous sommes engagés à produire et à distribuer plusieurs contenus afin d'aider, que ce soit les jeunes, les cadres d'entreprise, les dirigeants d'entreprise, à avoir une meilleure compréhension des tactiques marketing digital. Normalement, ce live aurait dû être présenté par Abdul, mon collègue, qui est malheureusement malade, donc nous lui souhaitons un très bon rétablissement. Sans plus tarder, je vais faire monter notre premier invité, qui s'appelle Insa Touré. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Si vous ne le connaissez pas, je vous rassure, vous allez passer un très bon moment parce que c'est un jeune entrepreneur, directeur d'entreprise qui en ce moment fait de très belles choses. Donc je vais essayer de l'inviter là, donc à ça. Aujourd'hui, donc la thématique, ce sera le prompt engineering. Donc excusez en parler aujourd'hui, mais je peux vous assurer que vous aurez de belles surprises avec lui. Donc l'invitation a été faite. À ça, je sais que tu es là. Ah, super. Yes, I'm here. Hey, comment vas-tu? Ça va très bien, hein, ça va très bien. J'ai couru avec les embouteillages à Dakar là. Je comprends. Excellent. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. Franchement, c'est vraiment un plaisir. Toujours avec le sourire. Je sens qu'aujourd'hui, on va beaucoup discuter. Avec un très grand plaisir. Donc, on va commencer déjà. On va te laisser te présenter. On va y aller parce que je sais que les gens en ce moment, ils sont tellement pressés avec la tabaski, ils ont des courses à faire. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Insa, qui es-tu et quelle est ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais? Alors, merci Christiane, merci pour l'invitation. Je suis Insa Touré, je suis un entrepreneur du digital. Quelqu'un qui fait l'advocacy du digital, la sensibilisation pour que les gens aillent au niveau du digital. Mais aussi, je suis dans une agence qui s'appelle Azerty Informatique, qui est dans tout ce qui est social media marketing, développement web, communication digitale. Et voilà, donc c'est un peu ça, un passionné de l'IA sur lequel je suis en train de faire même mon doctorat. Et voilà, de tout ce qui est outils digital, quoi. Ok, super. Il paraît que tu as de belles machines dans ton entreprise. Tu as des lunettes connectées, ce genre de choses. Bon, chez nous, quand même, il y a pas mal de belles choses, hein, Christian. Franchement, il y a vraiment pas mal de belles choses. On aime vraiment être dans le futur, essayer de tester de nouveaux appareils, de nouvelles choses, être un peu à la pointe de la technologie. Parce que nous, en tant qu'agence, c'est ça notre rôle. Notre rôle est de trouver les bonnes choses et de pouvoir sensibiliser le public, former le public et le mettre à la disposition du public pour qu'ils aient beaucoup plus de productivité. Excellent. Excellent. De toute façon, c'est tout à votre avantage. Aujourd'hui, on sait que le marketing digital, il évolue très rapidement. On a tout intérêt à rester au diapason. C'est clair. Dis-moi, ce mot, je le prononce très mal et je m'en excuse. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que le prompt engineering? Merci Christiane pour la réponse. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Hein, et je pense que c'est la première fois que je vois même peut-être des Sénégalais ou des Ouest-Africains parler du prompt engineering. Alors, le prompt engineering, c'est un nouveau domaine qui est en train de se créer au niveau de l'IA. Donc, l'IA, tel qu'il a existé, avant qu'il existe, il a été codé. Et pour le langage qui a été utilisé, c'est du langage de code, comme le C, le Python, le Java, etc. C'est le langage sur lequel les applications d'IA ont été construites. Et quand les applications d'IA maintenant sont passées
de machine qui dit oui, dit non, etc., à ce qu'on appelle du NLP, du Natural Language Processing, la machine était capable maintenant de comprendre une conversation créée par un humain. Donc, ce n'est plus un code ou affichement une image, mais c'est plutôt le texte affichement une image que la machine lit ce que tu lui dis. Donc, la communication entre nous et la machine a changé de format, passant de code vers maintenant du NLP, du Natural Language Processing. Et maintenant, lorsque ça a évolué, on s'est rendu compte que l'IA n'était pas aussi intelligent qu'on pense en fait. Et ceux qui ont utilisé ChatGPT l'ont vu, hein, quand tu commences à discuter avec lui, souvent tu peux lui poser une question évidente, mais il te donne une réponse complètement fausse qui n'a pas vraiment de sens. La réalité, c'est qu'ils ont du contenu, mais ils n'ont pas la manière de pouvoir le traiter. Et le prompt engineering, c'est comment est-ce que tu accompagnes la machine pour qu'elle te donne des bons résultats et qu'il te donne le maximum de son potentiel. Ok, super. Parle-moi un peu des dégâts justement qui ont été causés par ces machines-là. Est-ce que tu as un exemple de catastrophe qui s'est passée parce que tout simplement quelqu'un a utilisé l'IA? Alors, pour l'instant, c'est dommage. Hein? C'est dommage que je ne puisse pas donner un exemple en ce sens-là. Je vais te dire pourquoi. Ça fait très longtemps que je suis l'IA de près. Et même quand je faisais mes recherches, l'IA a existé depuis les années 50. C'était du if this and that. Et donc, c'est de la logique en fait. Et ça a évolué jusqu'au point où on avait des outils d'IA qui étaient déjà là, qui permettaient de faire du data scraping, qui permettaient d'exécuter des tâches, mais de manière très basique. Et depuis que maintenant la révolution de ChatGPT est venue, il faut savoir que ChatGPT n'est pas le seul qui est très bon en IA comme dans son modèle. On a Google Lambda, on a Nvidia, on a pas mal d'autres outils qui existent là. Et ce qui s'est passé, c'est que le développement de ces IA puissants ont été créés par des entreprises privées. Il y a eu très peu d'initiatives d'IA open source. Ce qui fait que ce n'était pas tombé sur les mains des gens, donc quelqu'un de mal intentionné pouvait l'avoir et faire des dégâts là-dessus. Et donc, ça, c'est les premiers dégâts qu'ils peuvent avoir directement, qui peuvent être harmful, je ne sais pas comment dire en français, mais qui peuvent nuire. Maintenant, quand ces outils-là ont été développés par des entreprises privées, ils ont attendu que l'IA soit sûre avant de le mettre sur le plan public. Ce qui fait que ChatGPT, lorsqu'il a développé, ça pouvait être quelque chose de très dangereux, mais ils avaient décidé de le garder, de lui donner ce qu'on appelle des paramètres pour lui interdire certaines choses, jusqu'à ce qu'elle soit safe et non harmful avant de le mettre sur la place publique. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de dégâts. Maintenant, il peut y avoir des dégâts sur le plan des ressources humaines. Parce que tu peux passer 8 ans, Ndeysaan, à apprendre le graphic design. Et tu te retrouves quelques semaines plus tard à ce que la machine puisse faire exactement ce que tu es en train de faire. Que tu sais faire. Je pourrais te donner un exemple très fou qu'on a mis en pratique. Voilà, donc juste pour te dire que moi, là, quoi. Excellent. Alors, tu as dit un mot qui m'intéresse beaucoup. Donc, ChatGPT n'est pas le seul. Non. Mais qui est le meilleur? Ou bien est-ce qu'ils ont des fonctionnalités qui sont différentes? Alors, on sait que dans les réseaux sociaux, la bataille a toujours été l'attention. Les gens se sont toujours battus. Les entreprises se sont toujours battues pour garder le maximum de personnes dans leur plateforme. Facebook le fait, Instagram le fait. Ils avaient des algorithmes. Donc, c'était ça la bataille. Maintenant, quand on était passé à l'âge de l'information, où il y avait maintenant énormément d'informations et que l'IA venait, c'était l'entreprise qui avait le plus de données à traiter, plus de puissance de calcul qui était le plus fort. Ce n'était pas les premiers qui s'étaient lancés, mais c'était ceux qui avaient le plus de données et qui avaient le plus de puissance de calcul. Tu vois un peu? Et donc, après, Google s'est lancé là-dessus avec ce qu'on appelle Google Lambda. Facebook a lancé son IA qui était EdgeRank, qui est devenu maintenant Llama. Et OpenAI avait lancé d'abord le GTP3, ça s'appelait GTP3. C'était il y a 1 an et demi. Après, 6 mois plus tard, il y a cela 1 an, ils avaient ouvert la première Access. Et moi, j'y avais eu accès dans la première Access. Et maintenant, j'ai pu expérimenter, tester les différentes IA pour voir quel était vraiment le plus correct. La seule difficulté que j'ai à poser à cette question-là, c'est que les autres IA, comme ceux de Google et ceux de Facebook, ne sont pas accessibles. Donc, c'est difficile de les tester et de voir quelle est leur capacité. Mais il y a 3 ans, avant ChatGPT, Google avait fait la présentation de Google Lambda, qui est son IA, et qui
il y avait une voice assistant où la personne discutait comme si c'était une vraie personne. Bonjour, ça va, je souhaiterais réserver dans votre restaurant, etc. Et la personne répond et tu ne peux pas distinguer est-ce que c'est une personne ou pas. Donc, c'est difficile un tout petit peu de dire qui est le plus fort. Pour l'instant, c'est ChatGPT qui est au milieu, qui est sur le devant de la scène. Mais on ne peut pas dire qui est le plus fort parce qu'on n'a pas assez de données, parce qu'ils ne l'ont pas mis en public. Je comprends. Excellent. Et justement, en tant qu'utilisateur, je vais dire VIP, entre guillemets, parce que vous n'étiez pas nombreux à avoir accès à ces outils-là, quel a été votre rôle principalement? Nous, notre rôle était de comprendre la technologie. C'était vraiment notre première problématique. C'est que c'est une nouvelle technologie qui est là. Ça vient, ça sort de nulle part, etc. Les gens sont en train d'utiliser. C'est efficace. Je répète encore, c'est efficace. Et notre rôle, c'était de le comprendre, de savoir comment ça fonctionne. C'est pourquoi même le prompt engineering, qui est le sujet aussi, est important. Parce que il faut faire du prompt engineering pour savoir réfléchir. Il y a une manière de rationaliser. Comment est-ce que la machine elle-même réfléchit et rationalise en fait ses pensées. Et donc, notre rôle, c'était de comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, maintenant, notre rôle fut maintenant de pouvoir l'utiliser et de l'adapter par rapport aux réalités africaines. Donc, ce qui fait que ce qu'on a fait, on a utilisé des cas d'école d'ici pour voir un peu, OK, est-ce que l'IA peut régler des problèmes typiquement africains? Ce n'était pas du truc de régiment et dissertation. C'était principalement, fais-moi ce code-là que je ne peux pas faire dans un autre outil, par exemple. Excellent. Donc, notre rôle était d'utiliser, de savoir comment ça fonctionne. Et maintenant, nous, en tant qu'agence, ce qu'on fait, c'est qu'on va le traiter, comme on va le traiter et le rendre comestible pour le remettre sur le marché, avoir de petites versions qui règlent les problèmes sur le transport, sur l'immobilier ou autre chose. Super. Dis-moi, tu ne serais pas actionnaire de ChatGPT de genre? Non, je ne suis pas actionnaire de ChatGPT. Je vais te donner un exemple. On a travaillé sur un outil qui s'appelle AutoGTP, qui est une digression de ChatGPT qui utilise l'API de ChatGPT. Et cet outil-là, on pouvait l'installer sur son ordinateur, avec Docker, avec Python et tout ça. Et quand on l'installe dans son ordinateur, on a la possibilité de l'entraîner. Donc, la première chose, c'est que tu le configures, tu lui donnes un nom. Je l'ai avec moi là. Tu lui donnes un nom. Bon, il travaille aussi pour moi. Donc, tu donnes un nom, tu lui donnes un budget, tu lui donnes 5 objectifs différents, tu donnes les accès à tes pages là, et tu donnes le moyen de paiement. D'accord. Et donc, l'IA que l'on a, nous, qui est une dégression de ChatGPT, comme quand je parlais des solutions, publie automatiquement sur les réseaux sociaux, va sur Midjourney, fait les images, fait les graphiques, ajoute les logos, te les envoie pour validation, répond aux messages des clients et automatise tout ce qui est tâche au sein d'une agence. Et imagine, là actuellement maintenant, on a MultiGTP Admin qui te permet maintenant d'avoir 5 de ces éléments-là et d'avoir un modérateur qui est au-dessus. Donc, tu fais travailler plusieurs personnes à la fois, plusieurs machines à la fois, et il y a un modérateur, quand l'IA est en train de basculer, de faire une digression, le modérateur le ramène toujours au niveau du sujet. Donc, juste pour te dire que là, actuellement, il y a des choses. Mais ce que tu dis, c'est incroyable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'un community manager n'aurait plus le même impact dans une entreprise. Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent même, on parle de prompt engineering. On dit, ouais, le danger qu'il y a des gens qui vont perdre leur boulot. Moi, je ne pense pas comme ça. D'accord. Il faut savoir que l'IA est un nouvel outil. Quand la machine, l'ordinateur venait de venir, il y avait des gens qui ne préféraient que d'utiliser la dactylographie. Ils se sont restés là-dessus jusqu'à leur mort. Et d'autres personnes ont eu le courage, vous vous rappelez des ordinateurs des années 90, 95, 99, Millennium et tout ça. Il y avait des gens qui avaient le courage d'aller payer très cher une formation en Word, Excel et en bureautique. Aujourd'hui, ce sont les gens qui ont le plus de connaissances au niveau du digital. L'IA tel qu'il est venu, c'est un nouvel outil qui ne demande qu'à être dressé. Soit tu as peur de lui, tu le laisses remplacer ton boulot parce qu'il est plus efficace que toi, soit tu sais l'utiliser, tu vas l'utiliser pour arriver à tes objectifs. Community manager, tu as la possibilité d'utiliser l'IA pour faire toutes les tâches répétitives et toi, tu vas faire toutes les tâches créatives. Excellent. Et je pense que c'est une question qui va intéresser peut-être les gens qui nous suivent. Est-ce que cette IA est disponible pour tout le monde? Est-ce que c'est juste Azerty qui l'utilise? Ça se passe comment? Alors, bon, il y a une partie qui est du engineering interne.
Donc, sur des projets sur lesquels on travaille avec des sociétés d'assurance, où on gère tout ce qui est gestion de la relation clientèle avec une IA qui permet de vérifier les numéros et tout ça. On le fait avec aussi en test actuellement avec une banque. J'ai vu même une banque qui était là tout à l'heure, d'un autre pays qui fait partie de cette branche-là, donc qui était dans le live tout à l'heure. Donc, Ok. on crée des outils par rapport en ce sens-là. Et il y en a d'autres aussi que l'on a connectés avec d'autres applications pour pouvoir accélérer le processus. Maintenant, une grande partie des choses qu'on utilise sont disponibles en ligne. Il faut savoir qu'il y a très peu de connaissances en IA qui est payante. 99% de tout ce dont les gens ont besoin. Jusqu'à que moi, tout ce que j'ai construit avec mon équipe, on l'a eu gratuitement sur Internet avec beaucoup de pratique, tout simplement. Ah oui? Donc, c'est disponible, hein, franchement, même ce que je t'ai dit tout à l'heure, en interne, peut-être on va faire un échange entre Byfeeling et Azerty. Je vais Pourquoi te donner pas? les outils et voilà. chez nous, on ne se casse pas trop la tête. On peut gérer plus de projets maintenant, pour moins de fatigue. Et justement, ça m'intrigue un peu. Qu'est-ce qui fait que ce soit autant accessible? Pourtant, c'est un outil qui est super puissant. Généralement, quand on a des produits et des services qui sont aussi puissants, ils sont payants. Pourquoi cette fois-ci, c'est aussi accessible que ça? Bah, c'est tout simple. Si l'outil n'est pas accessible, les utilisateurs ne peuvent pas l'utiliser, le tester et faire des feedbacks et qu'on puisse le corriger. Si on garde un outil et qu'on ne le publie pas, on va arriver à un moment donné où l'outil ne peut pas régler beaucoup de problèmes. Il ne va pas recevoir assez d'input, assez de messages, assez d'erreurs, assez de corrections, etc. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent une version bêta. Cette version bêta-là est disponible, accessible pour tout le monde, mais qui a des fonctionnalités limitées. Et dans ces versions bêta-là, ils disent tout le temps aux gens, est-ce que la réponse a été bien cochée? Est-ce que la réponse a été pire? Dites-nous pourquoi c'était pas bon, etc. Pour récupérer des millions et des millions de feedbacks de millions d'utilisateurs. Et c'est les données qui font vivre cette IA-là. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une bonne IA. Une IA qui est cachée ne peut pas être une bonne IA. Excellent. Je comprends mieux. Alors, je le rappelle, là, on va au fur et à mesure prendre les questions qui sont au niveau du chat. Et là, j'en vois déjà une. Donc, Anas Iman qui nous demande par rapport à la véracité des informations fournies par les sites IA, est-ce qu'ils sont toujours fiables? Ah, ça c'est une excellente question. La raison pour laquelle ça me fait plaisir, c'est qu'il y a 4 jours, j'étais avec le ministère de la Femme et une ONG NDI et on était en train de parler sur la désinformation. Et Imam, je vais te dire quelque chose. Affaire Bougrao. Il y a cela 3 ans ou 4 ans, il y avait un site qui s'appelait Face Dakar. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Face Dakar en 2010, etc. J'ai racheté ce nom de domaine-là parce que j'étais inspiré, etc. J'ai voulu faire une expérience sociale pour tester un tout petit peu, pour voir un peu. J'ai créé une étudiante qui allait dans les sites d'information sénégalais sur des sujets particuliers, récupérer ces articles-là, les mettre dans le WordPress, les republier directement avec les images, les taggings et tout ça. En moins d'une semaine, on avait 4000 et quelques articles. Donc, il n'y avait pas de modérateur pour vérifier est-ce que l'information était fiable ou pas. Donc, j'ai créé un moteur qui permettait de republier parce que les gens sont sur celui qui publie le plus rapidement dans les sites d'information sénégalais. Donc, juste pour te dire qu'on n'a aucune possibilité pour l'instant d'arrêter en fait ces IA-là et de voir est-ce que les informations sont fiables ou pas. Maintenant, il y a d'autres méthodes que l'on peut faire pour vérifier la fiabilité. D'abord, le premier, c'est qu'il y a un outil qui s'appelle Google Fact Check. Google Fact Check, qui permet de vérifier est-ce qu'un fait est vraiment vrai ou pas. Donc ça, c'est tout ce qui est fausse news, etc., les mauvaises informations. C'est pour éviter ces éléments-là. Désolé, il y a des applaudissements sur Radisson là. Il y a pas mal d'activités qui sont faites. Désolé, hein. Donc, tu peux juste répéter le nom de Google? Google Fact Check. Fact Check. Très bien. Yeah, Google Fact Check. Donc, les informations ne sont pas fiables, mais il existe des outils qui permettent de vérifier la véracité d'une information. Excellent. Il y a une autre question que je vois au niveau du chat. Quel apprentissage tires-tu de ce business model? Donc, je suppose le fait que les informations, plutôt que l'IA soit aussi disponible que cela pour une version bêta. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce business model-là? Est-ce que c'est quelque chose d'efficace? Est-ce que c'est se tirer une balle dans le pied? C'est un excellent business model. Quand tu veux que les gens découvrent ton produit, soient dépendants de ton produit, et qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus se passer de toi, ils vont forcément devenir tes clients. Et est-ce qu'il n'y a pas une trop grande concurrence par contre dessus? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde parle de l'IA, tout le monde veut développer son propre robot, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une grosse concurrence dessus?
il y a une grosse concurrence. Et c'est une concurrence normale. Hein. Dans les années 90, on avait ce qu'on appelle le dot-com, la période dot-com. C'est la période où les gens créaient, tout le monde créait des sites internet parce que c'était la concurrence. Celui qui n'a pas de site web n'existe pas. Et là, actuellement, on est dans le dot-com de l'IA. C'est complètement normal qu'on ait compris maintenant son sens et que tout le monde ne veut pas échapper en fait à ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est que dans 20 ans, 50 ans, l'IA sera omniprésent partout. Donc, ce qui fait que si tu ne développes pas ça maintenant, bah, tu seras en retard dans 10 ans ou dans 15 ans. Ouais. Ah, Baifling a tout intérêt à être partenaire avec toi, alors. Non, anyway, je ne peux pas, Inch'Allah. Nous, on se connaît depuis 2015 ou 2014. Donc, Effectivement. on est amis avec Baifling, Azafi. Alors, j'ai une question, tu vas comprendre, c'est une question qui vient d'un développeur. Parce que c'est un langage développeur, donc tu vas très bien le comprendre. J'espère. Il y a Abdul donc, qui avait préparé ces questions, qui malheureusement, comme je l'ai dit, il est malade. Et on lui souhaite un bon rétablissement. Ouais, il est malade. Alors, il demande quels sont les principaux objectifs du prompt engineering et comment cela peut-il améliorer les performances des modèles de langage. OK. Quels sont les objectifs du prompt engineering? L'objectif du prompt engineering, principalement, est de faire de telle sorte qu'une IA puisse te donner exactement ce dont tu as besoin dans le contexte. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple tout simple. Disons que tu veuilles écrire un contrat de maintenance pour une plateforme web. Oui. Tu vas sur ChatGPT, tu dis « Bonjour, je veux que tu me rédiges un contrat de maintenance. » Il va te dire « Voici un exemple de contrat de maintenance. Pour commencer, veuillez mettre votre nom, ensuite ajouter ceci, article 1. » Il va commencer à écrire. Il va commencer à écrire. Si l'IA est assez intelligente, il peut te mettre des parenthèses, il te dit mets ton nom ici. Si elle n'est pas assez intelligente, il va te donner des instructions. Alors que le prompt engineering, c'est le fait de faire passer l'IA sur plusieurs étapes. Tu vas d'abord lui dire qui tu es. Bonjour, je suis une agence digitale qui exécute ceci et cela. Et actuellement, j'ai un client qui s'appelle tel, qui a besoin qu'on lui gère cette plateforme qui contient tel et tel et tel et tel élément. Donc, tu es en train de contextualiser. Ensuite, maintenant, tu dis, ce contrat de maintenance, je vais l'envoyer. Pas à une maison, pas à une entreprise, pas à une, je ne sais pas, à une organisation ou autre chose, mais je vais l'envoyer à une personne qui s'appelle telle ou à une entreprise qui s'appelle telle, dont voici les informations. Et j'aimerais que tu me rédiges le contrat de telle sorte que si demain il y a un problème, je serai toujours couvert quand on parle de problème technique. Tu es en train de lui donner des rules. Et tu lui as dit, et tu vas lui dire, pose-moi toutes les questions que tu penses nécessaires. Ok. Et l'IA, au lieu de commencer à te pondre l'élément, il va commencer à te poser une série de questions. Il va te dire, par exemple, ça va commencer de quelle période à quelle période? Tu dis de telle période à telle période. Ça comprend un tel type d'application, un site web ou tel type d'application, tu lui donnes les détails. Et dans la partie description technique de la prestation, il va mettre les éléments techniques qui ont du sens dans ça. Donc, jusqu'à mettre le nom de la personne, ton nom, et te faire quelque chose de complet qui est contextualisé. Tu vois un peu? Wow. Donc, le prompt engineering, c'est la capacité à orienter une machine, une IA, à lui donner le contexte, à lui donner la cible, à lui faire sa propre présentation, à lui donner les contraintes, à lui permettre de te poser des questions supplémentaires, jusqu'à te faire quelque chose qui répond exactement à ton besoin. Excellent. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple. Si je veux organiser un live Instagram avec Insta, je ne devrais pas dire à l'IA, trouve-moi des thématiques. Je devrais lui dire, je suis d'agence marketing digital. J'aimerais faire des lives Instagram avec des experts. Les objectifs seraient ça, ça, ça et ça. Quelles sont les thématiques que tu me proposes? C'est exactement ça. Super. Tu peux aller sur beaucoup plus de détails. Tu dis, maintenant, j'ai une cible qui sera sur Instagram, mais qui sont principalement des entrepreneurs ou des étudiants. Quelles sont les questions que je pourrais poser, qu'ils pourraient poser en même temps, etc. Wow. Quand tu contextualises, je vais te donner un exemple. J'ai fait une mission il y a quelques mois avec la GIZ. Et c'est un malencontreux, malheureusement, hein, sur des problèmes administratifs, etc. On devait recevoir notre paiement, mais ça a pris du temps. Finalement, c'était bon. Mais le problème qui s'est passé, moi, on a demandé de modifier la facture qu'on avait. Au lieu de mettre 2 ou 3 personnes, donc sur 2 ou 3 fois par mois, de mettre 4, dans les 4 mois, tous les jours, il faut mettre une activité. Donc, tu as 120 lignes par personne, multipliées par 4 prestataires. Wow.
Et donc, je parlais à GTP4, je lui expliquais le contexte, je lui donnais les éléments, et on se retrouve avec un document complet envoyé, faxé, et avec grave, il ne restait que la signature, avec chaque date, chaque activité, chaque description, chaque sujet, tous les éléments ont été bien écrits. De telle sorte que la facture, si je devais attendre que mes prestataires le fassent, je vais attendre des mois. Ça va prendre du temps. Donc, c'est ça l'avantage. Mais je connais ton secret. Maintenant, je suis en train de le dire à tout le monde alors. D'ailleurs, je suis en train de partager. En fait, je vois pourquoi tu es difficilement joignable. Tu as tellement de temps de faire d'autres choses, tu confies tout à tes petits robots. Christian, moi, je vais te dire quelque chose. Dans la vie, chaque jour, quand je me lève, je ne fais qu'apprendre de nouvelles choses, principalement au niveau de l'IA. Excellent. Moi, je vois mal les gens qui gèrent des entreprises et qui sont là en train de vendre que les gens fassent le travail pour eux. Moi, je pense que chaque jour, si tu n'apprends pas un nouveau skill, tu as perdu la journée, honnêtement. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est une Donc, très belle leçon à appliquer. Il y a une question qui m'a l'air très intéressante ici. On parle donc de protection des données. Donc, Yacine demande que dire de l'IA et de la protection des données personnelles. On va commencer avec cette question-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as une IA, l'IA peut scraper des données, récupérer des données qui sont disponibles sur Internet afin de les traiter. Maintenant, les modèles qui sont disponibles aujourd'hui, comme ChatGPT, comme Lambda, comme Edge, etc., ils utilisent des données qui sont disponibles sur Internet, mais ils coupent la partie où on peut identifier l'auteur de ces données-là. Souvent, quand tu utilises une application, ça te dit est-ce que tu peux envoyer des données anonymes pour vérifier et performer le système. Et eux, voilà ce qu'ils font. Ce qui fait que quand tu vas dans ChatGPT, tu lui demandes donne-moi le numéro de Christian. Il ne va pas te le donner parce que c'est des données personnelles, même s'il l'a. Mais il peut te dire que Christian est telle et telle personne et travaille à Byfeeling, etc. D'accord. Donc, il faut juste savoir que les IA qui sont disponibles sont difficilement kiwables. Mais les IA qui sont locales, par exemple, aujourd'hui, ChatGPT, ni mu gandé ni mu grawé yep. Est-ce que vous savez qu'on peut avoir ChatGPT en local dans son ordinateur? Sur son ordi? Sans connexion Internet. Sans connexion Internet. Mais pour nous dire comment tu fais? Non, si ça tombe entre les mains d'une mauvaise personne, cette personne-là peut utiliser l'IA, enlever les paramètres. Il y a ce qu'on appelle DAN, le Do Anything Now, le DAN. C'est-à-dire que le cousin ou l'ennemi ou le contraire de ChatGPT, c'est Do Anything Now. Donc, il y avait des gens qui avaient réussi à enlever les restrictions de ChatGPT et l'ont appelé DAN, Do Anything Now. So maintenant, quand tu as une IA qui est ta propre IA, qui a la même puissance que ChatGPT et que tu peux enlever les paramètres de restriction, il n'a aucune limite et peut faire ce qu'il veut. Donc, utiliser les données personnelles, etc., faire des choses. C'est-à-dire que... Et j'ai des exemples assez fous. Hein, ah oui, je n'ose pas parler dans un live. Tu as des cas? Tu me le diras plus tard. Oh my God. Donc, en fait, je pense qu'on répond aussi à une partie de la question de Yacine, qui demandait donc quelles pourraient être les conséquences de l'utilisation de ce grand nombre de données, dont la plupart sont des données personnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a ChatGPT en local, ça par contre, si quelqu'un s'amuse avec cet outil-là, il peut, on va dire, casser notre vie en deux, quoi. Bro, je vais te donner un cas d'exemple. Bon, à titre éducatif. Hein. C'est pourquoi ce live-là est intéressant. Là, hein? Alors, imaginons qu'une personne ait une IA assez puissante et qu'elle enlève tous les paramètres de restriction d'éthique en question. Et que cette personne a un objectif. Je vais comprendre et connaître Christian. Va me créer un faux profil sur Internet, devient son ami, étudie va sur son post et agrippe à son compte Instagram et vérifie à chaque fois qu'elle est en ligne ou pas. Et dis-moi au bout d'1 mois, quels sont les jours et les heures auxquels elle se connecte le plus. Quelles sont les périodes où elle a, même s'il y a ce qu'on appelle la singularité ou le test de Turing, quand une IA la dépasse, une IA qui sait parler comme un humain au point où on ne peut pas le ragneler, le différencier d'une personne, et que tu discutes avec cette IA-là sans le savoir, au point où elle peut te tromper et utiliser des livres qui sont disponibles sur Internet pour voir quel est l'élément psychologique sur lequel il peut te faire pour te piéger. Bref,
Il y a tellement de choses. Il peut te donner des données, même s'il veut te détruire ou bloquer ton site internet, il peut créer un outil qui va aller pigner ton site internet et le bloquer. Donc, juste pour te dire que sur le plan de la sécurité internationale, on a un problème. Et après quand on faisait le Sénégal numérique, le président était venu, on a parlé d'IA, on a parlé de réalité virtuelle. Le lendemain, on a vu son ministre. Le surlendemain, on a vu le frère du président et on discutait principalement sur ces éléments-là. Et notre objectif actuellement sur lequel on est en train de travailler, c'est comment est-ce qu'on peut faire du Sénégal une puissance numérique. Former des jeunes qui auront la capacité de défendre la nation en cas d'attaque liée à l'IA. Et la Troisième Guerre mondiale, on sait qu'il pourrait avoir un impact sur ça. Donc, on est en train de protéger le pays. Ça me fait un peu peur parce que ça me dit peut-être que ça peut être un couteau à double tranchant. Parce que l'IA, après tout, c'est la manière dont tu l'utilises qui a un impact. Entre guillemets, aujourd'hui, si je lance un clin d'œil aux mariés, hein, faites attention, ne mettez pas ChatGPT local sur votre ordinateur. Si votre mari, votre femme est jaloux ou jalouse, elle a la capacité de créer des problèmes. C'est ça. En fait, la question que je me pose aussi, c'est par rapport à l'État. Aujourd'hui, dans certains pays où en tout cas la politique est, on va dire, un peu compliquée, est-ce que c'est pas un outil dangereux en possession des mains de l'État? Tu peux répéter la question, ça s'est coupé tout de suite là. Ça coupe un peu. Oui, tu as dit quoi? Non, c'est bon, je t'entends bien maintenant. Donc, je disais, on sait qu'il y a certains pays qui sont instables dans les pays du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, un pays où le gouvernement détient l'IA et le manipule comme il veut, est-ce que ce ne serait pas extrêmement dangereux pour un pays? Richard, l'État n'a même pas besoin d'avoir... L'État n'a même pas besoin d'avoir accès à une IA aujourd'hui pour déstabiliser, changer le comportement électoral des gens. Il faut juste savoir qu'aujourd'hui, avec seulement les réseaux sociaux, tu as vu ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica, on a la possibilité de prendre d'autres outils qui existent ailleurs et de faire en fait des publicités, d'orienter les gens, de créer des groupes, d'alimenter des conspirations, etc. Pour ça, ce n'est pas un problème. Ce qui pourrait être mauvais et que ça tombe entre les mains de l'État, c'est la manipulation populaire par la création de fausses informations alimentées par l'IA. Donc, tu peux aujourd'hui créer un outil plutôt, lui dire de chercher des images, de créer une justification de ça. Par exemple, quand tu vas dans ChatGPT et que tu lui dises dis-moi, donne-moi les preuves que la Terre est plate, il va te donner un raisonnement qui, si tu n'es pas assez intelligent, tu vas penser que la Terre est plate. Donc, on peut te donner des arguments sur quelque chose de faux, te donner des exemples. Donc, imagine quelqu'un qui est aussi persuasif et qui a la possibilité de diffuser une information sur une population qui n'est pas assez éduquée en digital comme le nôtre, par exemple. C'est difficile de lancer de mauvaises informations. Donc, si ça tombe entre les mains de l'État ou entre les mains de mauvaises personnes, il peut y avoir un problème. Maintenant, récemment, Sam Altman, celui qui gère ChatGPT, il est parti au Congrès aux États-Unis et il a supplié le gouvernement américain de régulariser l'IA. Parce que le jour où on ne le régularise pas et qu'on attend qu'il y ait une grande bombe qui explose, le jour où tous les systèmes se bloquent parce qu'il y a une IA qui a tout bloqué, etc., ce jour-là sera trop tard et on va complètement supprimer l'IA. Donc, il leur demande de réguler pour permettre à ce que ça ne tombe pas entre les mains d'une mauvaise personne. Oui, la Terre est plate, Fadja. La Terre est plate. Excellent. Franchement, merci pour toutes ces précisions. Je vois qu'il y a des gens qui ont peur dans les commentaires. Je vois un ça, tu me fais peur avec toutes ces précisions. Il y en a aussi, je vois, qui apprennent beaucoup. C'est excellent. On va continuer avec la série de questions. J'ai une question aussi d'Abdoul qui demande quels sont les défis auxquels les chercheurs et les ingénieurs en intelligence artificielle sont confrontés lorsqu'ils travaillent sur le prompt engineering. Alors, le défi principal, c'est de comprendre l'IA avec laquelle on est en train de discuter. Parce que chaque IA a une certaine personnalité. Et il faut comprendre la personnalité de cette IA-là pour savoir comment tu vas t'adresser avec lui. Une IA qui n'a pas assez de données, qui est par exemple un GTP1 qui est en local sur ton ordinateur, aura la compréhension d'un enfant de 3 ans. Un GTP4 aura la compréhension de quelqu'un de 12 ans ou 13 ans, par exemple. Donc, la puissance d'une IA joue un rôle maintenant sur la capacité à pouvoir communiquer avec les gens et donc sur le niveau de prompt engineering. Donc, quand tu as une IA qui est très puissante, qui est très forte, il aura beaucoup plus de facilité à comprendre ton prompt engineering qu'une petite IA. Excellent. Donc, le défi principal, c'est qu'il faut trouver une IA
avec une grande compétence avec laquelle on discute. Sinon, il est très difficile d'avoir d'excellentes réponses. Aujourd'hui, on peut créer des images. J'ai créé une bande dessinée de Serigne Touba où j'ai pris une image de lui, je l'ai donné à la machine m'a ressorti un prompt, j'ai repris ce prompt-là, je l'ai mis dans Midjourney et Midjourney m'a retravaillé. Je ne sais pas si je pouvais même te montrer, mais des images incroyables où il est là en train de plier sur la mer avec des détails incroyables, comme si c'était peint par un grand artiste. Et là, maintenant, tu peux créer des scènes et créer une scène animée, etc. Si tu vas dans la page de Metafric, tu vas voir la dernière vidéo où il y a Kitana qui est en train de danser. Mais tu vas voir, on a transformé complètement la vidéo sur quelque chose d'incroyable. Donc, juste pour te dire que si l'IA qu'on utilise est assez intelligente, on peut tout faire. Maintenant, il y a des outils qui existent qui te permettent de donner des informations et que la machine te génère un prompt. Et il y a aussi quelque chose de tout nouveau qui vient de venir. C'est les marchés au prompt. Quand tu vas dans le site, par exemple, promptbase.com, tu vas trouver qu'il y a des gens qui vendent des prompts. Des prompts, c'est un code où tu donnes une question spécifique avec des détails spécifiques. Et en fonction de la qualité du prompt, tu vas avoir une qualité de résultat. D'accord. Et tout le monde n'est pas assez intelligent pour comprendre tous ces prompts-là. Donc, il y a des gens qui vendent même leurs prompts. C'est ça, en fait, la création de ces prompts-là, c'est ça le prompt engineering. C'est le problème. OK. Yeah. On va prendre une question de Fanta qui demande, c'est une question très intéressante, qu'en est-il des productions scientifiques? Est-ce qu'aujourd'hui l'IA est en mesure de produire, par exemple, une thèse? C'est une question très difficile à répondre. C'est une question très difficile à répondre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle est-ce qu'une IA est sentiente? Je ne sais pas comment lire en français. Ça a même créé un scandale chez Google. Hein. Est-ce qu'une IA est consciente? Est-ce qu'une IA est consciente? Et il y avait quelqu'un qui travaille sur une IA de Google qui a été renvoyé parce qu'il a fait sortir un article sur Medium pour dire que son IA l'IA de Google était consciente. Maintenant, quand on parle de production scientifique, il faut d'abord, bon, peut-être nous, ce qu'on a étudié en Sciences Po quand on étudie un peu de sociologie là-dessus, pour faire une production scientifique, il y a des règles à suivre, il y a une hypothèse que l'on crée, il y a une expérience que l'on fait, il y a des conclusions et des exemples que l'on a. C'est tout un process sur lequel on ne peut pas faire de n'importe quel truc. Maintenant, si l'IA passe sur les mêmes procédés sur lesquels un humain est passé, elle peut faire une production scientifique. Si elle passe sur les étapes qui ont été définies pour créer quelque chose de scientifique, une production scientifique, poser des questions, avoir de nouvelles données, les traiter comme un humain le ferait, et qu'il sorte quelque chose que les pairs, ces autres pairs PAIR scientifiques valident comme c'est une information vraie, l'IA peut faire une production scientifique. Ok. Donc, on en revient encore à l'utilisation. Le point, c'est toujours, est-ce que tu sais bien utiliser l'IA ou pas? Est-ce que tu sais lui poser des questions comme un humain pour qu'il puisse te donner les meilleures réponses possibles? Je te donne un exemple. Là où je suis actuellement, tu vois, on est sur des fauteuils, on est sur un espace, etc. C'est bien, c'est cosy, c'est cool. Il y a des lumières, etc. Le design, il est bien. Quand tu prends une photo de cet espace-là et que tu vas sur un site qui s'appelle Reimagine Home, l'IA va calculer l'espace et va te proposer d'autres modèles de design. Un emplacement de la télé, un emplacement du salon, certain type de moquette. Et tu auras énormément de types de design. Et tu peux faire la même chose pour ton jardin, pour ton chambre, pour ton bureau, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu as la possibilité maintenant de régler énormément de problèmes. Dans tous les secteurs d'activité. Excellent. J'aimerais un peu qu'on puisse parler des formats de contenu. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, ChatGPT, on est sur du texte. Tu m'as dit qu'il y a certains outils qui peuvent te proposer d'autres types de contenus, comme des vidéos, peut-être des images. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, par exemple, est-ce que si moi, en tant que responsable de formation, je veux définir une offre avec une présentation bien précise, c'est-à-dire comment on appelle ça encore, un Google Slide, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, une IA peut me le faire? Mais bien sûr. Elle peut Il tout existe faire. des IA qui te permettent de créer des présentations toutes faites avec des bonnes images. Je pense que Moon le fait, il y a une IA qui s'appelle Moon, qui le fait, qui te permet de générer automatiquement une présentation PowerPoint peut-être bien faite. Je vais te donner une astuce.
Quand tu installes, quand tu as PowerPoint et que tu as Visual Code, qui est l'outil de code de Microsoft, quand tu installes ces éléments-là, il y a Visual Code va ajouter un plugin dans ton PowerPoint qui te permet d'ajouter du code dans ton PowerPoint. Tu vas sur ChatGPT, tu dis fais-moi une présentation PowerPoint avec des images, avec tel texte, avec tant de slides sur ce contexte. Tu fais un bon prompt engineering et généralement sous un code VS Code. ChatGPT va te rédiger un code illisible. Tu copies ce code-là, tu le colles dans ton PowerPoint au niveau du plugin de Visual Code. Tu auras une présentation PowerPoint qui se génère automatiquement, les images, les textes qui sortent, les animations, mais un truc de ouf. Ah ouais. Et tu as une excellente présentation faite en quelques minutes. Waouh, excellent. Donc, tu dis Visual Code et PowerPoint, plus ChatGPT. Tu vas me payer, toi. Tout vite, ton ami là va me donner de l'argent. Merci pour ta générosité, hein, ça. Il nous reste quelques minutes. Ouais. J'aimerais juste qu'on revienne sur les non-experts, on les appelle, les gens qui ne savent pas vraiment utiliser ChatGPT comme toi, en tout cas. On fait un petit résumé de tous les conseils que tu as donnés parce que tu en as donné. Quelles sont les meilleures pratiques pour avoir les résultats les plus efficaces? Bullet point. La meilleure pratique, c'est d'avoir un fil de discussion avec son IA. Fil de discussion. Quand tu utilises ChatGPT, par exemple, quand tu démarres une conversation, ne mets pas deux sujets qui n'ont rien à voir dans la même conversation. Moi, quand j'ouvre le mien, j'en ai une centaine ou 150 conversations différentes, chacun dans un contexte particulier. Et donc, je vais faire une conférence, on me dit, Monsieur Touré, est-ce que vous pouvez nous envoyer votre présentation? Je vais sur la conversation où j'ai mis mon CV, je lui dis, je vais aller à une conférence qui fait ça et ça et ça, renvoie-moi une nouvelle présentation. Et le système va me générer en fonction de la discussion qu'on a eue précédemment. Donc, du coup, ne jamais mélanger les conversations au niveau d'une IA. L'autre chose aussi, c'est d'aller apprendre gratuitement sur Internet le prompt engineering. C'est de vraiment aller voir quelles sont les pratiques que je peux faire, comment est-ce que je peux faire le contexte. Participer à un live de By Feeling, par exemple, c'est un bon truc. C'est une bonne idée. Ensuite, maintenant, apprendre à comprendre comment répond l'IA, comment interpréter ses réponses. Exactement. Comment est-ce que tu vas interpréter ces réponses pour savoir comment est-ce qu'il parle avec toi. C'est comme si tu étais avec un enfant. Dès qu'on a un tout petit peu, tu peux l'orienter pour qu'il te dise ce que tu veux en question. Donc, ça, c'est un élément. Le troisième élément aussi pour apprendre à avoir les meilleurs résultats avec l'IA, c'est d'apprendre à connecter des outils d'IA différents. Très bien. Il y a une IA qui fait une image, il y a une autre IA qui fait du code, il y a une autre IA qui fait des vidéos. Il y a des outils maintenant qui permettent de connecter plusieurs outils d'IA pour les faire travailler ensemble. Donc, tu peux aller sur ChatGPT, tu dis, fais-moi une description de telle et telle chose. Tu copies la description, tu vas sur un Midjourney Prompt Generator, tu lui donnes, il te crée un prompt Midjourney en question. Tu vas sur Midjourney, tu mets ce prompt-là, il te crée une image. Tu prends cette image-là, tu vas sur Kyber AI, tu lui dis, crée-moi une vidéo à partir de cette image-là. Et Kyber te crée une image-là. Tu prends ça, tu mets dans Runway ML, et Runway ML va te mettre une vidéo long format, etc. Bref, c'est un peu ça. Excellent. Merci beaucoup pour ces conseils. Je vais les répéter. Déjà, pour être sûr que j'ai bien noté pour moi, ainsi pour ceux qui sont là. Donc, déjà, c'est de faire des fils de discussion avec l'IA. Ensuite, il ne faut pas l'embrouiller, donc il ne faudrait pas lui mettre plusieurs sujets. Il pourrait donc ne pas bien comprendre la demande et ne pas bien interpréter, en fait, les résultats. Il faudrait aussi apprendre gratuitement le prompt engineering. Mais où est-ce qu'on l'apprend, d'ailleurs? Sur YouTube, sur Coursera, sur Udemy, il y a plein de sites qui sont là. Je vais commencer une vidéo où je vais montrer aux gens quelques exemples sur le prompt engineering, Inch'Allah. Mais je planifie tout le temps de créer du contenu sur mon Instagram, mais je le fais rarement. Ah, si la vidéo prend autant de temps que moi, j'ai couru derrière toi pour avoir ce live, c'est compliqué, hein? Je vais le faire, Inch'Allah. Je vais te pousser à le faire. Comme ça, nous aussi, on va le partager pour te donner encore plus de force. Si on a 10 likes dans la vidéo, on est 18 personnes. Si on a 10 likes, Inch'Allah. Il faut liker, s'il vous plaît. Il faut liker. Ah non, je blague. Non, je blague. Pourquoi faire comme ces TikTokers là? Donc, l'autre point, c'est aussi de savoir comment interpréter, d'apprendre à interpréter les réponses de l'IA.
Et le dernier point, donc, c'est de connecter les différents outils d'IA pour avoir donc des meilleurs résultats. Donc, ce sont les points que j'ai notés. Est-ce que c'est bien ça? Oui, donc il y a Imam qui demande est-ce que je peux lister la liste des IA que j'ai citées récemment. Donc prenez note. On a ChatGPT, on a Runway ML, RUNWAY, Runway ML. On a DALI, DA2LE, -E, donc qui permet de générer des images. On a Midjourney, comme minuit, MID en anglais. Journey, comme journée, comme voyage en anglais, Midjourney. On a Kyber, K-A-I-B-E-R, Kyber, qui permet de créer des images à partir d'une truc. Et on a Motion Dynamic. Il y a Motion Dynamic. Si vous allez dans la page de Metafric, vous allez voir la vidéo où on a remplacé une personne avec une IA. C'est une vidéo incroyable. On l'a fait avec un outil qui s'appelle Motion Dynamic Studio. Donc, on a DALI, on a Midjourney, on a Motion Dynamic, on a Kyber, on a Copy AI, on a ChatGPT. Donc, ça, c'est un exemple d'outil. Excellent. Merci beaucoup pour ta générosité, Assa. C'est très gentil. Alors, il y a un commentaire que je vois. Oh, désolé. Ah, l'intelligence artificielle va-t-elle surpasser l'humain dans 5 ans? Qu'est-ce que tu en penses, Assa? Je vais dire la question, elle est très difficile à répondre. Parce que surpasser l'humain en termes de productivité, en termes de rapidité de process d'information, de traitement d'information, il a déjà surpassé l'humain. Mais surpasser l'humain en termes de bon sens, en termes de paramètres, en termes de calcul avant de faire une bonne décision, elle n'est pas encore là-bas. Okay. Et maintenant, l'IA est en train d'apprendre des gens pour prendre ces dicots-là, prendre ces pratiques-là et essayer lui-même de le mettre en œuvre. 5 ans, c'est trop court, mais une IA dans 25 ans, vu la vitesse de croissance, oui. Peut-être bientôt, tu peux avoir une IA qui a une réflexion extrêmement précise et sera indissociable d'un être humain. Waouh! Donc, d'ici quelques années, quoi. Ça va arriver en tout cas. Ouais, Inch'Allah. Super. Tu réponds un peu à la dernière question que je voulais te poser. Donc, c'était par rapport, quelles sont les avancées récentes, mais vraiment récentes dans le domaine du prompt engineering et quelles sont les perspectives d'avenir? Qu'est-ce qui risque de nous surprendre dans quelques années? En fait, la surprise que l'on a, aujourd'hui, le prompt engineering devient plus facile. Il ne devient pas de plus difficile au fur et à mesure que le temps avance, il devient de plus facile, de plus en plus facile. Parce que l'IA devient de plus en plus intelligent pour ne pas avoir à ce que tu lui donnes beaucoup plus d'éléments. Donc, ça veut dire que ce sera plus accessible pour beaucoup de personnes. Donc, ça, c'est une perspective. L'autre perspective aussi, c'est qu'on a beaucoup d'IA qui travaillent maintenant, donc ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de résultats. Il faut savoir que maintenant, en termes de perspective, chaque personne, en fonction de son secteur d'activité, doit apprendre à faire du prompt engineering dans son secteur d'activité. Excellent. Donc, il y a différents types de prompt engineering en fonction du secteur d'activité. Si je suis architecte, il y a une IA qui me permet de faire automatiquement tous les plans d'architecture, de faire tous les calculs automatiquement. Si j'entraîne celui-là, je lui dis que par exemple, on va faire avec du sable qui vient de Kayar, ce sable a telle porosité, on utilise telle eau, il y a du sel, etc. On va habiter dans une zone avec telle géolocalisation. Prends les données météo de ces 10 dernières années pour me dire exactement le vent, la position et tous ces éléments-là. Tu peux faire un excellent prompt engineering seulement dédié sur un secteur d'activité. Je rappelle quelque chose, avant on avait des intelligences artificielles. Ensuite on a eu du AGI, Artificial General Intelligence, comme ChatGPT, qui a une connaissance dans beaucoup de domaines précis. Il faut revenir maintenant sur des IA où tu apprends une IA spécifique dans un domaine spécifique. Excellent, super. Franchement, chapeau. Merci beaucoup, Ansa, pour toutes ces questions-là. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux donc apporter à nos chers invités qui sont en train de nous écouter? Est-ce que tu fais des formations? Dans quel cadre est-ce qu'on pourrait s'approcher de Azerty Agency? Parle-nous un peu plus de ce que tu fais pour conclure. Alors, quand c'est Azerty, tout ce qui est outil d'IA, malheureusement, on ne le met pas dans le grand public parce que c'est à but commercial. Mais tout ce qui est open source est fait avec d'autres développeurs, on le fait avec Metafric. Donc Metafric, on travaille sur la partie
VR, AR VR, AR et IA. Donc, ça veut dire qu'on va faire des talks, on va faire un certain nombre. Il y a un e-booklet qu'on est en train de faire pour donner aux gens des éléments sur comment ils peuvent créer des prompts, utiliser des IA. Donc, il y aura pas mal. Il y a une série de vidéos aussi que je suis en train de préparer sur tout ce qui est développement de solutions digitales grâce à une IA. Comment est-ce que tu peux automatiser des tâches et faire de telle sorte que l'IA bosse pour toi. Excellent. Super. Excellent. Merci beaucoup, Insa. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce que les gens peuvent garder contact avec toi pour suivre tes activités, ce que fait ton entreprise et tout? Bah, il y a la page d'Azerty, il y a la page de Metafrique, et il y a ma page Instagram aussi. Pour tous les gens qui sont dans le live, s'ils ont des questions spécifiques sur l'IA. Et contrairement à ce que tu penses, je suis très disponible sur Instagram. Franchement, Instagram, quand une personne m'envoie un message là-bas, WhatsApp, c'est pas très sûr parce qu'il y a la famille, il y a les groupes, etc. Ça fait un peu chier. Mais sur Instagram, à chaque fois que j'ai une question, j'y répondrai avec un grand plaisir. Donc, du coup, s'il y a un problème, s'il y a une personne qui va adapter une IA par rapport à son business, je me ferai un plaisir de lui faire un vocal pour expliquer comment ce qu'il va faire. Super. Vous l'avez compris, hein? Si vous voulez attraper Insa, allez sur Instagram. Vous l'aurez nulle part ailleurs. Merci beaucoup, Insa. Merci pour cette grande générosité. Merci beaucoup pour tous ces détails, pour ce sourire, pour cette belle intervention qui est vraiment de qualité. Je ne raconte pas des bêtises dans les commentaires, on ne voit que ça. Merci pour l'intervention, merci pour la qualité. Donc, je peux dire que ce contenu est très utile. Nous est utile à nous chez ByFeeling et aussi utile à toutes ces personnes qui regardent. Donc, je sais que on a une grande surprise pour vous. Hein. Aujourd'hui, Insa, il a fait un mini live, mais normalement, au mois de juillet, on aura un bootcamp où Insa viendra faire une grande intervention et vous pourrez sans doute échanger encore plus sur l'IA et tous ces petits robots qui manipulent. Et j'espère qu'on pourra peut-être même faire des simulations avec tes petits robots là. On espère. Excellent. Merci. Je sais que tu es super occupé. Je vais te laisser y aller. Non, c'était un grand plaisir. C'était un grand plaisir. Plaisir franchement, voilà quoi. Et Inch'Allah, on espère que chacun n'aura pas peur, va aller. Parce que ça va venir, c'est en train de venir. Donc, soit tu vas vers, soit tu attends que ça tombe sur toi. Et voilà, on est dans le dot-com actuellement de l'IA, c'est le moment d'en profiter. Excellent, super. Merci beaucoup, Insa. Merci beaucoup. À très bientôt. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup les amis. Merci d'avoir suivi le live. Je le répète très rapidement, il y aura des surprises cette année. On aura le bootcamp en juillet. On aura aussi le Yeso Mastery en octobre, si Dieu le veut. Et Insa, normalement, participera à ces événements-là. Il y aura aussi d'autres types d'événements. Donc, si vous voulez savoir ce qui se passe aujourd'hui chez ByFeeling, les événements qui arrivent, restez connectés sur Instagram, sur Facebook, sur notre site web. On aura beaucoup de surprises pour vous cette année. Donc, je vous remercie encore. N'hésitez pas, sûrement cette semaine, on va vous poster un lien afin que vous puissiez nous donner des idées de contenu que vous aimeriez qu'on traite avec vous. On pourra inviter des experts comme Insa qui viendront ici communiquer avec vous et vous donner le maximum de réponses parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de nous entraider et de faire en sorte que chacun puisse accéder à la croissance, accéder au succès et surtout ne laisser personne derrière. On est des Africains, on est humains, tout ce qu'on veut, c'est arriver au même point, peut-être pas en même temps, mais au moins que tout le monde puisse arriver au point du bonheur ou au point du succès. Je vous remercie encore. Merci beaucoup, Insa. Merci beaucoup, Christiane, et à très bientôt. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir.